La Formule 1, le pinacle du sport moteur. Une histoire splendide, comptant d'innombrables pilotes talentueux. Mais surtout, des voitures iconiques comme les 5 présentées à travers cette série de podcasts, F1 de légende. Et dans celui-ci, nous allons aborder une monoplace brillante de par sa longévité. Elle a concouru lors de 6 saisons différentes et amassé non moins de 20 victoires, 2 titres pilotes et 3 titres constructeurs. Il s'agit évidemment de la Lotus 72. Pour comprendre l'origine de ce succès, il faut se plonger dans l'histoire de l'écurie. Créée par un ingénieur britannique nommé Colin Chapman, elle dispute sa première course au Grand Prix de Monaco 1958. Les pilotes de la nommée Lotus 12 sont alors Graham Hill et Cliff Allison. La course est compliquée pour les Anglais qui voient Cliff Allison terminer 6ème et dernier en piste, tandis que son équipier moustachu et futur double champion du monde a lui été contraint d'abandonner. Mais ces résultats ne reflètent en rien la suite de l'histoire de Lotus. L'écurie n'en est alors qu'à l'aube de son éclosion. Dans les années 60, les Britanniques, toujours menés par le génie de Colin Chapman, vont enfin avoir le droit à la bagarre aux avant-postes. Ce dernier a beaucoup appris en observant le fonctionnement des autres équipes, dont Cooper. Il développe très vite sa propre philosophie, celle de faire des monoplaces plus légères et en accord avec l'aérodynamique afin de gagner en rapidité. Il fait cela avec la Lotus 18 qu'il introduit lors du Grand Prix d'Argentine en février 1960. Elle est la première monoplace de l'écurie avec un moteur central arrière, un Coventry Climax. Le but est de réduire la taille de la monoplace à l'avant pour mieux répartir le poids. Pour cela, Chapman a également décidé de mettre le pilote dans la position la plus couchée possible lorsqu'il conduit la monoplace. Le principal souci de cette Lotus 18 est sa fragilité, mais avec cette monoplace, il ne faudra pas attendre longtemps pour la première victoire officielle de Lotus en Formule 1. Celle-ci arrive lors du Grand Prix de Monaco en 1960 grâce à l'écurie privée Rob Walker qui s'est procuré une Lotus 18 et son pilote Stirling Moss, connu sous le surnom du champion sans couronne. Moss et son team remportent également les 3 autres victoires de cette monoplace en Formule 1. La saison 61 est quant à elle plus décevante pour Lotus. Toutefois, en 62, tout va changer grâce à une révolution apportée par Colin Chapman et sa Lotus 25. Celle-ci est l'une des pionnières dans la création de la Lotus 72. Jusqu'alors, toutes les Formule 1 ont un châssis tubulaire. Or, la Lotus 25 est-elle équipée d'un châssis monocoque. Le but de cette évolution technique est d'accueillir les réservoirs d'essence, le moteur central arrière et le cockpit dans un seul ensemble. Cela rend donc la monoplace plus légère, avec un museau plus petit et un centre de gravité plus bas. Le tout en s'assurant que la voiture soit plus solide. Ce monstre d'ingénierie, mis dans les mains du pur talent écossais Jim Clark, remporte 3 grands prix lors de la saison 1962. Malheureusement, Lotus et Clark manquent de peu le titre, au profit de Graham Hill et sa BRM. Cependant, pour la saison suivante, l'Écossais et son modèle 25 n'ont laissé aucune place à la compétition. Jim remporte 7 manches sur les 10 du championnat et est logiquement sacré champion du monde pour la première fois à 28 ans, offrant par la même occasion à Lotus son premier titre constructeur. En 1964, l'écurie et le pilote écossais ne remportent que 3 grands prix sur 10. Pourtant, le titre n'est perdu que lors de l'ultime manche au Mexique, suite à une perte d'huile qui a contraint Jim Clark d'abandonner. Lors de la saison 65, Clark empoche 6 victoires sur les 10 manches du championnat. Il s'attribue logiquement son 2e et dernier titre de champion du monde et offre par la même occasion son second titre constructeur à Lotus. Mais à la suite de cette superbe saison, le team rencontre plus de difficultés avec un changement de régulation. En effet, 1966 marque la réintroduction des moteurs 3 litres. Les différentes équipes ont alors le choix entre un bloc de 1,5 litre compressé ou de 3 litres atmosphériques. Pour cette saison, l'écurie britannique introduit sa Lotus 43, une monoplace qui ne profite pas du changement de régulation. Elle est donc remplacée en 1967 par la Lotus 49. Celle-ci révolutionne une fois de plus le sport et est un précurseur de la Lotus 72. À l'époque, de nombreux teams utilisent des moteurs V12 de 3 litres, mais Colin Chapman, lui, cherche un moteur plus léger et performant. Il fait alors part de son idée à Cosworth Engineering. Seul souci, le développement d'un tel moteur va coûter très cher. C'est pourquoi Colin Chapman et Cosworth se sont tournés vers Ford Grande-Bretagne et plus précisément Walter Hayes, leur directeur des affaires publiques, pour qu'il finance cette idée. Hayes réussit à convaincre Ford de participer au projet à hauteur de 100 000 livres. Cosworth, mené par Keith Duckworth et Mike Costin, ont alors commencé à pencher sur un moteur V8 de 3 litres. Moteur qui doit consommer moins de carburant et être plus léger à l'image du V8 Repco qui propulse les Brabham de l'époque. Écurie dont nous parlerons d'ailleurs lors de notre prochain podcast. Et en parallèle à la création du moteur Ford Cosworth DFV, Colin Chapman et ses équipes travaillent sur la Lotus 49, une voiture capable d'accueillir ce bijou d'ingénierie. Le modèle 49 roule pour la première fois lors du Grand Prix des Pays-Bas en 1967.
Pilotée par Jim Clark et son nouvel équipier, le champion du monde 62 grammes Hill, la monoplace rencontre directement le succès. Hill décroche la pole, mais est contraint d'abandonner lors de la course. Clark, lui, la remporte avec plus d'un tour d'avance. Malheureusement, il ne remporte que 3 autres victoires lors de cette saison à cause des soucis de fiabilité liés à l'âge de la voiture et du moteur. Ce qui empêche donc Lotus de remporter le moindre titre cette année-là. Toutefois, la Lotus 49 va être sacrée au championnat constructeur en 1968. Graham Hill empochant son volant, son second et dernier titre pilote en remportant 3 courses lors de la saison. Néanmoins, cette année est marquée par une perte importante au sein de l'écurie britannique. Jim Clark a percuté un arbre lors d'une course de Formule 2 à Hockenheim et s'est tué sur le coup. Toutefois, 1968 marque aussi l'introduction d'une innovation importante en Formule 1. Lors du GP de Monaco, Colin Chapman et Lotus introduisent pour la première fois les ailerons sur une monoplace. Le but est de produire de la pression vers le bas sur les pneus afin de pouvoir bénéficier au maximum de la puissance du moteur 3 litres d'environ 450 chevaux. Les ailerons sont alors encore très rudimentaires mais ne vont que s'améliorer. Cette saison 68 est également un tournant majeur en ce qui concerne le sponsoring dans le sport. À ce moment-là, il est habituel de voir les logos des sponsors sur les monoplaces. Pourtant, aucune écurie n'a un sponsor titre pour lequel elle se verrait changer sa livrée. Colin Chapman va bousculer tout cela en s'associant avec une marque de cigarettes. C'est ainsi que Lotus devient la Gold Leaf Team Lotus. Les voitures passent par la même occasion du vert british et sa bande jaune, au rouge, blanc et or, qui sont les couleurs de la marque. Ces couleurs et ce sponsor seront d'ailleurs présents sur la première Lotus 72. En ce qui concerne l'année 1969, celle-ci convient moins au team britannique. L'écurie débute la saison avec la Lotus 49B, voiture avec laquelle Graham Hill remporte Monaco, ce qui sera l'une des 2 seules victoires de l'équipe cette année-là. Gold Leaf Team Lotus sort aussi la Lotus 63, mais celle-ci ne convient pas et les pilotes préfèrent continuer à rouler avec le modèle 49B. La seconde et dernière victoire de la saison survient grâce à Jochen Rindt lors de l'avant-dernière manche du championnat aux États-Unis. Mais pour la saison à venir, la face de la Formule 1 va se voir changer à jamais avec l'arrivée de l'iconique Lotus 72. En effet, Lotus et Colin Chapman, qui supervisent Philip Morris dans le design, ont une fois de plus réussi à surpasser leur génie pour sortir du garage une monoplace redoutable. Pour rappel, celle-ci bénéficie déjà lors de sa conception du moteur central arrière comme ses prédécesseurs afin de rapetisser l'avant de la monoplace et la rendre plus légère. Elle est également équipée du Force Cosworth ZFV avec 5 vitesses manuelles. Le modèle 72 a également un châssis monocoque en aluminium, le tout recouvert de sa livrée rouge et blanche avec ses lignes or pour représenter le sponsor titre Gold Leaf. Mais ce qui va la propulser à un autre niveau est sa conception. Cependant, quels sont les éléments qui l'ont rendue si spéciale ? Voici la réponse de René Fagnan, journaliste F1 chez Pole Position Magazine. Lotus 72, c'est qu'elle avait, je dirais pas tout était révolutionnaire, mais quand même la forme en coin. Le fait de déplacer habituellement les radiateurs étaient placés à l'avant, Chapman les a déplacés en arrière. Les barres de torsion, parce qu'avant c'était amortisseur, ressort hélicoïdal, et puis là il est arrivé avec des barres de torsion qui étaient pas utilisées en F1. L'aérodynamique, cette espèce de gros aileron arrière, il y avait aussi placé, si je me souviens bien, le réservoir de surplus d'huile en arrière, la batterie en arrière, donc il y avait énormément de poids à l'arrière de la monoplace, puis le fait d'avoir des freins inboard. Donc ça, c'était aussi jamais vu. Donc il y a eu plusieurs innovations technologiques. Ah, c'est vrai, je me rappelle, Chapman avait mis la grosse bouteille, l'extincteur en avant, même en avant du pédalier. Donc, il y avait une répartition des masses qui était fort différente. Mais d'autres nouveautés sont présentes sur la Lotus 72. Afin d'éviter que le museau de la monoplace ne se tasse à chaque freinage, ils équipent la suspension avant d'une géométrie anti-plongée. Quant à celle de l'arrière, ils lui installent une géométrie anti-affaissement pour que le nez de la voiture ne se lève pas lors de ses accélérations. Le but de tous ces changements est de maintenir la monoplace de la façon la plus stable possible pour qu'elle puisse constamment bénéficier d'un appui aérodynamique. Avec toutes ces composantes, la Lotus 72 est fin prête à prendre part au championnat de 1970. Elle est introduite lors du Grand Prix d'Espagne 1970, la seconde manche du championnat. La monoplace est conduite par Jochen Rindt et John Miles. Rindt est un pilote autrichien qui vit alors sa 7e saison en Formule 1 et sa seconde chez Lotus où il a des relations tendues avec Colin Chapman. Alors vainqueur d'un seul Grand Prix, il est tout de même vu comme l'un des meilleurs pilotes de la grille. Pour cette raison, il se voit attribuer le rôle de pilote numéro 1 de l'écurie britannique. Miles, quant à lui, est le fils du célèbre acteur Sir Bernard Miles.
Repéré à 20 ans par Chapman, il participe au championnat de F3 pour Lotus en 67 et 68 avant d'être promu en Formule 2 en 1969. Suite à de bons résultats dans cette catégorie, il fait son entrée en F1 au volant d'une Lotus 63 la même année. Pour la saison 1970, il devient l'équipier de Jürgen Rindt. En ce qui concerne les débuts de la 72, ils sont bien loin des attentes. John Miles ne réussit pas à se qualifier pour la course et Rindt, qui démarre en 8e position, est contraint à l'abandon. La Lotus 72, dénommée alors 72A, est donc retirée de la compétition pour que l'on retravaille dessus en usine. Les pilotes sont contraints de rouler avec l'ancienne 49, le temps que les problèmes du nouveau modèle soient résolus. L'écurie décide de faire des tests séparés sur les châssis de Miles et de Rindt. Sur la monoplace de John, on retire uniquement la géométrie anti-affaissement. Quant à celle de l'Autrichien, on enlève la géométrie anti-affaissement ainsi que celle anti-plongée. Elles sont respectivement nommées Lotus 72B pour celle de Miles et 72C pour celle de Rindt. La 72B fait son retour au Grand Prix de Belgique, soit la 4e manche du championnat, tandis que la 72C revient alors aux Pays-Bas, la manche suivante. Entre-temps, Jürgen Rindt réalise l'exploit et remporte le Grand Prix de Monaco au volant de l'ancienne 49C. Grâce à de multiples abandons en tête de course, il ne se trouve qu'à 1 seconde 3 du leader Jack Brabham lors du dernier tour. L'Autrichien pousse alors pour prendre le lead et dans le dernier virage, Brabham part à la faute. Il bloque ses roues et fonce dans les bottes de paille à côté du circuit, offrant par la même occasion la victoire à Jürgen Rindt. Concernant les nouvelles Lotus modifiées, la 72B et Miles n'atteignent pas les résultats escomptés. Au contraire, Rindt et sa 72C vont avoir droit à des débuts probants. Ils décrochent directement la pole position au GP des Pays-Bas et remportent la course le jour suivant. Mais le rêve de Jürgen et la réussite de la Lotus 72C ne s'arrêtent pas là. L'Autrichien et sa monoplace triomphent également lors des 3 manches suivantes, en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, Lotus a d'ailleurs amené une amélioration sur la Lotus 72C, le caisson d'air. Cette prise d'air façonnée de manière aérodynamique est reliée au moteur via les trompettes d'admission. Par conséquent, la pression de l'air entrant dans le moteur augmente et donne donc plus de puissance. Une autre nouveauté dans l'écurie britannique lors de ce GP est l'arrivée d'un nouveau pilote, un dénommé Emerson Fittipaldi. Le jeune brésilien s'est fait remarquer en Formule 3 en 69 par Colin Chapman. Celui-ci lui a offert un volant de F2 pour la saison 1970 avant de finalement lui offrir une possibilité de rouler dans la catégorie reine. Il roule donc à partir de là au volant d'une Lotus 49C. Après ses 4 victoires consécutives, Jürgen Rindt domine largement le championnat à l'aube de la 9e des 13 manches. Une victoire lors de celle-ci lui permettrait déjà de décrocher le titre. Et coup du destin, la 9e course se tient en Autriche. Rindt peut se voir couronné à domicile. Au terme des qualifications, il décroche la pole. Partant premier sur la grille pour la course, tout semble alors en faveur de l'Autrichien. Mais celui-ci va finalement abandonner à cause de soucis moteurs. L'échéance est repoussée à Monza, la course suivante. Mais lors des essais libres, la Lotus 72C semble avoir perdu du rythme face au Ferrari. Colin Chapman et Jürgen Rindt décident de retirer les ailerons de sa voiture. L'objectif est de recoller au rouge et Jackie X qui se battent pour le titre. C'est alors que survient le drame. Jürgen Rindt subit une panne de frein dans le dernier virage de la piste italienne. Lancé à 290 km/h dans la parabolique, celui-ci s'écrase dans une barrière en métal et perd la vie. Le championnat en est tristement relancé. Lotus ne participe pas à la course en Italie et ne prend pas part au Grand Prix du Canada. Suite à l'accident, John Miles prend la décision de quitter l'écurie. Le team doit par conséquent combler les 2 baquets de 72C vides au plus vite pour reprendre part au championnat. Emerson Fittipaldi se voit attribuer le premier siège. Pour rappel, le jeune pilote brésilien est déjà un membre de l'écurie. La seconde place est offerte à Rin Wissel, un jeune Suédois qui a participé à une course hors championnat de F1 au volant d'une McLaren plus tôt dans la saison. L'écurie fait son retour pour l'avant-dernière manche aux États-Unis. Si elle performe, elle peut enfin sceller les championnats. Après les qualifications, Fittipaldi accroche la 3e place sur la grille de départ et son équipier est lui 9e. Et à la suite d'une course pleine de rebondissements, le Brésilien de chez Lotus s'impose, Wissel obtient une 3e place et Jackie X, qui a encore des espoirs de titre, termine 4e. Avec cette victoire d'Emerson Fittipaldi, Jürgen Rindt devient et demeure encore aujourd'hui le premier, et espérons seul, champion du monde à titre posthume. Lotus s'octroie par la même occasion le titre constructeur grâce au bijou d'ingénierie qu'est la 72C. La saison à venir allait être bien plus complexe pour le team britannique. Tyrrell et Jackie Stewart se sont montrés dominants tout le long de la saison. Stewart remporte 6 courses sur 11. Il devient champion du monde et offre le championnat constructeur à Tyrrell. Lotus et le modèle 72 n'ont pas réussi à monter une seule fois sur la première place du podium. Qui plus est, Fittipaldi a connu durant l'année un accident de la route.
Pourtant, l'écurie introduit la 72D à Monaco. Une tige de rayon supplémentaire est ajoutée à la suspension arrière de la monoplace et la triangulation inférieure est remplacée par des biellettes parallèles. D'autres modifications sont apportées par la suite sur cette Lotus 72D. Elle dispose d'un nouvel aileron arrière en une seule pièce et le réservoir d'huile est lui aussi modifié. Pour la saison 1972, les 72D changent de couleur. Elles deviennent noires et or et sont appelées les John Player Special dû au nom du sponsor. Et cette livrée devient de sitôt aussi iconique que la voiture en elle-même. Elle va perdurer en F1 durant des années et connaître le succès avec Lotus. La 72D reçoit également quelques modifications pour la saison à venir. Le réservoir d'huile est encore modifié. La protection autour du réservoir d'essence est rendue plus épaisse en accord avec les régulations mises en place. Enfin, l'aileron se voit encore reculer pour gagner de l'appui à l'arrière de la monoplace. Et ces nouveautés s'avèrent une fois de plus payantes. Emerson Fittipaldi et sa 72D survolent la saison en remportant 5 courses sur 12. Le Brésilien gagne en Espagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Autriche et en Italie. Il décroche d'ailleurs le titre pilote lors de sa dernière victoire de la saison à Monza. Il devient ainsi à l'époque le plus jeune champion du monde à 25 ans et 9 mois. Le tout avec encore 2 manches à disputer. La 72D remporte elle aussi son championnat. Lotus se voit sacré champion constructeur pour la 5e fois. En 1973, l'écurie décide d'allier à Fittipaldi un pilote capable de se mesurer au champion du monde. C'est pourquoi elle va recruter Ronnie Peterson, un pilote suédois bourré de talent qui venait de passer 3 années chez March. Lors des 2 premières courses de la saison en Argentine et au Brésil, les réglementations restent les mêmes que lors de l'année précédente. Lotus débute donc 1973 avec la 72D. Ces 2 manches sont remportées par Emerson Fittipaldi, tandis que son équipier est contraint 2 fois à l'abandon. Mais pour la suite, Lotus retravaille sa monoplace et sort la 72E. Sur celle-ci, les pontons sont soudés dans la monocoque de la voiture. L'aileron arrière, le réservoir d'huile et les suspensions sont aussi modifiés. La modification des suspensions est faite pour mieux fonctionner avec les nouveaux pneus. Ces changements sont bénéfiques. Néanmoins, Fittipaldi souffre de soucis de fiabilité à cause des modifications. Il ne remporte donc plus qu'un seul Grand Prix sur la saison, l'Espagne, qui était la 4e manche du championnat. Quant à Ronnie Peterson, il a attendu plus longtemps pour une première victoire. Alors qu'il aurait pu la décrocher lors de son GP à domicile, une panne d'essence l'en prive. Mais ce n'est que partie remise. La manche suivante, qui est la 8e, prend lieu en France. Suite à un accrochage en tête de course entre Fittipaldi et Jody Scheckter, le Suédois l'emporte enfin. Il empoche ainsi la première de ses 4 victoires de la saison. Peterson gagne également en Autriche, en Italie et aux États-Unis. Malgré ces 4 victoires, il ne remporte pas le titre pilote 1973. En effet, celui-ci revient à Jackie Stewart, qui a remporté 5 manches au volant de sa Tyrrell. Mais avec un total de 7 victoires sur l'ensemble de la saison, Lotus remporte le titre constructeur. Il est le dernier sacre du modèle 72. Beaucoup pensent que si le team avait concentré tous ses efforts sur un seul pilote lors de cette saison, il aurait pu rafler les 2 titres. Fittipaldi a du même avis et décide de rejoindre McLaren pour l'année suivante. Il y a donc un siège à remplir pour 1974, et c'est Jackie Ickx qui est choisi pour le combler. Le pilote belge, double vice-champion du monde, est par conséquent l'équipier de Ronnie Peterson. Mais cette saison s'avère être compliquée pour l'écurie britannique. Pour les 2 premières manches, Lotus roule avec la 72E, mais les résultats ne sont pas probants. La Lotus 76 est donc introduite pour remplacer l'ancien modèle. Néanmoins, l'équipe est forcée de constater que c'est un fiasco et réintroduit finalement la 72E. Et malgré l'âge du modèle, Peterson réussit à décrocher 3 victoires sur sa saison, à Monaco, en France et en Italie. La saison à venir est quant à elle bien plus malheureuse. La Lotus 72 débute alors sa 6e saison consécutive et est dépassée malgré toutes les nouveautés qu'elle a pu apporter au sport. Elle n'est plus adéquate pour les nouveaux pneus comme nous l'explique René Fagnan. Ensuite, ses performances ont décru lorsqu'il y a eu le changement de pneumatique en allant sur des slicks. La voiture ne fonctionnait plus aussi bien. Mais c'est quand même une voiture, si on regarde le nombre d'années qu'elle a été utilisée, puis le nombre de victoires, alors qu'aujourd'hui, il faut créer une voiture à tous les ans. C'était, même si, la voiture a évolué au cours des années, mais ça restait quand même à la base à peu près le même châssis. Bon, il y a des choses qui ont été déplacées, qui ont été changées, mais c'est quand même une voiture qui a été utilisée pendant très 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 longtemps. Malgré l'introduction de l'évolution 72F, rien n'y fait. Jackie Ickx quitte l'écurie en plein milieu de la saison, tandis que Ronnie Peterson, lui, continue à se battre jusqu'au bout pour le team, finissant 13e du championnat avec 6 points. Pour la saison suivante, l'écurie britannique introduit la Lotus 77, ce qui marque officiellement la fin du modèle 72. Malgré une issue de vie peu flamboyante, la Lotus 72 a marqué l'histoire du sport de par ses nombreuses évolutions.
Pour rappel, cette monoplace a tout de même contribué à 2 titres pilotes, 3 titres constructeurs et 20 victoires. En ce qui concerne la suite pour Lotus, le team remporte encore un titre constructeur en 1978 grâce au Lotus 78 et 79 qui marquent l'introduction de l'effet de sol. Mario Andretti est le dernier pilote à être titré au volant d'une Lotus la même année. Par la suite, le team verra passer en son sein des grands noms du sport comme Nigel Mansell, Mika Hakkinen ou encore Ayrton Senna. En 1982, Colin Chapman, le légendaire patron du team, décède d'une crise cardiaque. Et malgré quelques coups d'éclat, le Team Lotus n'est plus vraiment ce qu'il était. À la fin de la saison 1994, Team Lotus se retire définitivement de la Formule 1, laissant derrière lui un héritage incomparable. Lors du prochain podcast, nous reviendrons sur une voiture n'ayant connu qu'un seul Grand Prix, mais qui a pourtant marqué les esprits des fans de Formule 1. À très bientôt donc, pour un prochain épisode de F1 de légende.